Kardeşler için. Bon, ça suffit avec cette chanson, je l'ai trop écoutée aujourd'hui. Salut à tous, aujourd'hui je vous reviens avec ma magnifique cheminée en plein cagnard, avec les 40 degrés, même peut-être plus. Alors aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo concernant le voyage en Turquie, Paris-Istanbul en Turquie, parce qu'il y a des questions très récurrentes et j'aimerais y répondre une bonne fois pour toutes, comme ça vous savez tout. Et si vous avez besoin de détails, vous allez sur le blog d'istanbul.com. Alors en fait j'ai voulu condenser 5 informations extrêmement importantes à savoir quand on voyage en Turquie. C'est des informations qu'il faut aussi savoir quand on voyage dans d'autres pays, mais là je vais vous répondre propre à la Turquie. Et sachez que la Turquie c'est un pays magnifique pour voyager, je vous conseille très vivement de vous renseigner si vous ne connaissez pas du tout. C'est parti, on commence avec les 5 points à savoir quand on voyage en Turquie. Alors premièrement, on va parler des moyens de transport, parce que les moyens de transport dans un pays, c'est extrêmement important quand on veut voyager, surtout quand on veut faire plusieurs villes. En Turquie, c'est assez particulier et je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, en Turquie, effectivement, il existe des avions, mais il existe un moyen de transport qui existe depuis beaucoup plus longtemps et qui est beaucoup plus commun, qui est le bus. Alors vous avez tout un réseau de lignes de bus qui existent en Turquie et qui sont desservies par plusieurs compagnies différentes. Si vous voulez les noms, je vous mettrai un article qui les répertorie en barre d'informations. Et en fait, ce moyen de transport, c'est devenu le moyen de transport le plus commun en Turquie. Il me semble qu'il commence à se développer en France, mais ici, ça fait depuis la nuit des temps qu'on l'utilise. Et en fait, je pense que le principe est le suivant. À l'époque, vous savez qu'à Istanbul, il y a beaucoup d'Anatoliens qui sont venus du village pour travailler en ville, ce qui est classique, un schéma classique. Et en fait, je pense que l'avion à l'époque c'était très cher, donc du coup ils ont dû développer des moyens de transport pour pouvoir retourner au village, voir leur famille, voir leurs grands-parents, etc. Et donc du coup ils avaient besoin d'un moyen de transport qui était vraiment économique et sécuritaire. Et donc les bus se sont développés en Turquie. Vous avez la possibilité d'aller partout en bus, depuis les grandes villes ou depuis une petite ville. Après, il y a certains changements à faire quand il n'y a pas de ligne directe. Mais pour être honnête, c'est très rare. Moi, je vous recommande vivement de tester le bus, que ce soit pour une petite expérience différente, bien à la turque, bien locale, ou réellement pour faire des économies. Par contre, ce que je vous dirais, c'est d'éviter les voyages qui sont plus de 6 heures. Effectivement, vous pouvez aller d'Istanbul à Rize si vous voulez en bus, mais ça va vous prendre 2 jours, je pense. Donc moi, je vous conseillerais ce moyen de transport pour les trajets de moins de 6 heures de route. À la rigueur, ce que vous pouvez faire pour les voyages de 6 heures ou 7 heures, c'est de les caler sur des nuits. Ce qui est très commun en Turquie, c'est que les Turcs prennent le bus par exemple le vendredi. Donc bon, le vendredi c'est le jour où vous trouverez le moins de place, parce que justement les gens prennent le bus vendredi à minuit et arrivent au lieu de destination samedi matin tout fraîchement. Alors si vous arrivez à dormir dans le bus, pourquoi pas, mais moi c'est pas mon cas, donc je fais pas trop ça, mais il y a beaucoup de gens qui le font. Un autre moyen de transport très utilisé, c'est le taxi. Mais j'ai quand même des mises en garde. Je vous ai déjà parlé du taxi dans ma précédente vidéo sur la vie à Istanbul. Je vous dirais que pour les taxis, il faut faire attention à pas trop se faire avoir. J'ai plein de conseils pour pas se faire avoir par les taxis, justement, dans un article que je vous mets en barre d'informations. Un des autres désavantages du taxi, je dirais que c'est quand vous êtes dans les trafics, dans les bouchons. Donc je vous conseillerais d'éviter. Pour aller d'une ville à l'autre, prendre le taxi est aussi faisable. Par contre, ça coûte extrêmement cher, donc je ne vous recommande pas. Pour ce qui est des avions, eh bien écoutez, les avions sont devenus extrêmement peu chers. Vous avez des compagnies comme Sun Express ou Pegasus qui vous proposent des tarifs parfois moins chers que le bus. Donc si vous voulez prendre le bus, consultez aussi les billets d'avion, parce que parfois ils peuvent être moins chers. Parfois il y a des offres spéciales et donc du coup vous pouvez partir. Moi j'avais déjà fait le moins cher que j'ai fait, c'est Istanbul-Izmir aller-retour 13 €.
alors que le bus était à, je pense, 40 € ou quelque chose comme ça. Donc il faut tester et les avions sont très très régulièrement utilisés maintenant, hein. Donc n'ayez aucune crainte à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'on peut faire du stop en Turquie? C'est une question qui revient souvent et je vous dirais que oui, vous pouvez faire du stop en Turquie. C'est pas une pratique qui paraît bizarre, comme contrairement à d'autres pays, par exemple en Espagne où le stop n'est pas très répandu. En Turquie, vous pouvez en faire. Par contre, ce que je vous conseillerais, c'est de faire attention aux voitures dans lesquelles vous rentrez, voilà. Et enfin, les règles que vous devriez utiliser partout dans le monde, c'est-à-dire faire attention, être prudent et prendre ses précautions. Une variante de l'autostop serait le Blablacar, qui existe aussi en Turquie. Vous pouvez faire du Blablacar, mais les mêmes conseils sont applicables, c'est-à-dire faites attention et si vous êtes une fille seule, privilégiez les chauffeurs filles. Un autre point très important à savoir quand on voyage en Turquie ou dans n'importe quel pays d'ailleurs, c'est les moyens de logement. Alors ici, on va voir quelques moyens de logement, dont des classiques, mais aussi des moyens de logement qui sont propres à la Turquie et que vous devez savoir avant de voyager. Donc premièrement, je vais vous parler du camping et des hôtels classiques. Tout ça, c'est comme en France ou comme dans les autres pays. Vous pouvez faire du camping un peu partout. Pas de problème à ce niveau-là. Je vous mets un article en barre d'informations où je vous explique comment ça se passe le camping en Turquie. Donc à ce niveau-là, vous n'avez pas de problème, vous pouvez faire comme ailleurs. Pour les hôtels, vous avez comme partout des hôtels de plusieurs étoiles ou des hôtels sans étoiles. Je vous conseillerais d'aller regarder sur les sites internet comme Booking ou comme d'autres plateformes, peut-être turques aussi, afin de savoir si les commentaires sont bons et surtout appropriés à ce que vous recherchez. Vous avez aussi un lien en barre d'infos sur tous les hôtels que je recommande en Turquie et qui pourront vous aider à faire votre choix avec la sélection que j'ai faite. Mis à part ces types de logements, vous avez d'autres types de logements qui sont propres à la Turquie, notamment les boutiques hôtels qui se développent énormément ces dernières années et qui sont très populaires notamment au sein des Turcs. Donc les boutiques hôtels, qu'est-ce que c'est? Ce sont des maisons qui sont très jolies, très bien entretenues, très propres, très hygiéniques et très confortables. Et en général, la personne qui s'occupe de la commercialisation de ce lieu est aussi le propriétaire du lieu. Donc en fait, c'est un peu le Airbnb version locale et très bien entretenue de la Turquie. Ou alors, on peut le comparer aussi à une maison d'hôte. Donc quand vous arrivez dans un boutique hôtel, vous vous sentez tout de suite à la maison. Vous avez vraiment une atmosphère très chaleureuse. Et de toute façon, il n'y a pas beaucoup de chambres, donc vous êtes un client privilégié et vous êtes vraiment reçu avec un service personnalisé. Le petit déjeuner vous sera personnalisé et les autres seront totalement à votre disponibilité. Ce qu'il faut savoir sur ce moyen de logement-là, c'est qu'il est un peu plus cher que les autres et qu'il est plus rare à trouver, notamment au niveau des zones très touristiques. Parce qu'ils s'arrachent comme des petits pains, on peut dire ça comme ça. Il y a des gens, quand ils apprécient un endroit, ils louent déjà pour l'année prochaine. Vous voyez, en Turquie, ça se passe un peu comme ça. Donc, il y a des endroits qui peuvent être très vite full bookés. Et à côté des boutiques hôtels, vous avez les pensions. Les pensions, c'est quelque chose de très connu en Turquie. Et d'ailleurs, vous en verrez partout écrit pension avec le nom de la pension qui est parfois un nom de féminin, voilà, Özlem Pension, Çiçek Pension, des noms comme ça. Et en fait, les pensions, c'est quoi? C'est également des maisons dont les propriétaires ont voulu faire la commercialisation. Donc souvent, ils habitent dans la maison ou ils habitent pas très loin de la maison et ils louent leur chambre à des visiteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très peu cher, contrairement aux boutiques hôtels. Par contre, le confort n'est pas du tout le même, le niveau chaleureux n'est pas du tout le même. En général, il n'y a même pas de petit déjeuner offert parce que du coup, c'est très peu cher et même le matériel qui est dans la chambre, il est très sommaire. Donc, c'est vraiment pour les petits budgets. Un petit bémol, c'est faites attention à l'hygiène et à la propreté du lieu
parce qu'effectivement ces lieux-là sont connus pour être un peu cheap. Donc du coup quand c'est cheap, c'est pas très bien entretenu et vous pouvez vous retrouver avec des matelas un peu dégueulasses quoi. Donc moi c'est très bien pour les très petits budgets, pour une nuit de temps en temps, mais pour rester une très longue période, regardez les commentaires sur internet. Vous pouvez tomber sur des pépites, notamment en Cappadoce, vous avez beaucoup de pensions qui sont vraiment génialissimes et très confortables et très bien, à des prix vraiment dérisoires. Donc renseignez-vous là-dessus. Une question qui m'est très souvent posée et à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui maintenant, c'est est-ce qu'on peut dormir chez l'habitant en Turquie? Alors, oui, vous pouvez dormir chez l'habitant et vous savez à quel point les Turcs sont hospitaliers, donc il n'y aura aucun problème à ce qu'ils vous accueillent chez eux. Par contre, la manière dont ce sera fait, ça par contre, moi j'ai dormi chez plein de gens en Turquie parce que voilà, c'était ma famille, mes amis, mes connaissances et ils insistent pour que vous restiez chez eux. Mais il faut quand même un minimum de contact au préalable. Vous ne pouvez pas aller dans la rue ou dans un café. Est-ce que je peux dormir chez toi? Ça se passe pas comme ça, non. Par contre, si vous avez un lien avec quelqu'un et que vous créez une conversation et qu'il y a un intérêt commun, ça peut devenir vite du couchsurfing. Donc, n'hésitez pas à vraiment pousser les conversations, à vous intéresser à vos interlocuteurs et gentiment à leur dire que vous cherchez un lieu où dormir le soir et peut-être que vous allez avoir une proposition. Par contre, si vous vous imposez, je pense que ça va pas trop fonctionner. D'ailleurs, en parlant du couchsurfing, ça existe en Turquie, ça marche très bien. Encore une fois, un petit bémol aux jeunes filles, c'est comme le Blablacar, on ne sait pas sur qui on va tomber, donc faites attention aux commentaires de la personne. Et si vous êtes une fille, privilégiée des filles, hein, si vous pouvez trouver, ce serait encore mieux. Comme ça, vous êtes sûr de passer un bon moment. Prochain point. Dans le prochain point, on va parler du langage. Alors, en Turquie, ce qu'il faut savoir, c'est que la langue officielle, c'est le turc. Et le turc, ça ne ressemble pas du tout à ce que vous connaissez. Ça ne ressemble pas à l'arabe, ce n'est pas de l'arabe, même s'il y a quelques mots qui sont similaires. Ça ne ressemble pas aux langues latines, comme le français par exemple, ou l'espagnol. Ça ressemble à rien. À rien de ce que vous pouvez connaître. Je vous mettrai plein d'articles que j'ai écrits pour justement se faire un petit répertoire de mots en turc. Concernant les autres langues qui sont pratiquées et que vous pouvez rencontrer en Turquie, vous avez du kurde qui peut être une langue que vous entendrez en Turquie. Et vous avez aussi des dialectes qui sont des dialectes que seules certaines régions connaissent, par exemple le Laz. Mis à part ça, est-ce que les gens parlent anglais en Turquie? Eh bien écoutez, dans les grandes villes, vous rencontrerez de plus en plus de gens, surtout les moins de 25 ans, qui, grâce aux séries, à Netflix et compagnie, et YouTube notamment, parlent de plus en plus anglais. Mais c'est vrai que la population un peu plus âgée ne parle pas forcément l'anglais. Les taxis, par exemple, ne parlent pas forcément l'anglais. Donc il va falloir que vous ayez des notes ou que vous appreniez quelques mots, justement. Par exemple, moi, actuellement, je suis en Grèce et je me suis fait un petit répertoire de mots à connaître parce que c'est très frustrant en fait de ne pas pouvoir communiquer avec des gens qui ne parlent pas du tout l'anglais. Pour ce qui est des commerces ou des lieux où justement les touristes sont attendus, par exemple dans les marchés comme le Grand Bazar ou dans les stations de bus ou des trucs comme ça, vous trouverez des gens qui parlent anglais ou qui arrivent à baragouiner en anglais. Au pire des cas, ce que vous pouvez faire, c'est télécharger l'application Google Translate et écrire ce que vous voulez en français et montrer l'équivalent en turc. Même si c'est pas exactement une très bonne traduction, je pense qu'ils comprendront. Mais pour ce qui est en dehors des grandes villes, dans l'arrière-pays, dans les villages ou dans les petites villes, attendez-vous à ce que personne ne parle l'anglais. Donc il faut vraiment être prêt à ça et être surtout armé pour pouvoir communiquer sans forcément parler la même langue. Moi, ce que je vous conseillerais tout d'abord, c'est le sourire. Vous l'avez vu dans plusieurs de mes vidéos, vous savez comment je suis, je pense. Je souris énormément et parfois en Grèce, ça me sauve la vie. Par exemple, hier, j'ai souri à un monsieur
un vieux monsieur parce que voilà, je suis du genre à sourire et il m'a sauvé 40 minutes de marche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et pourtant on ne parlait pas un mot de la même langue. Donc je vous conseillerais de sourire. Déjà c'est le premier pas vers la communication. Et donc Google Translate pour vraiment prononcer des phrases, etc. Et aussi je vous conseillerais d'avoir un calepin avec des notes des endroits où vous allez aller, des notes des monuments que vous voulez voir. Notez-les en anglais ou si vous pouvez en turc, mais bon, en général c'est des noms qui bougent pas. Et vraiment, quand vous avez besoin de quelque chose, montrez-le et les gens se feront un plaisir, même s'ils ne parlent pas la même langue que vous. Et je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, ils se feront un plaisir de vous emmener là où vous devez aller sans parler votre langue. Le quatrième point, alors j'ai changé le quatrième point, je voulais parler du climat et notamment du fait que les climats peuvent être très variés en Turquie. Ils peuvent aller de températures très froides à très chaudes, dépendant de où vous vous baladez dans le pays. Donc juste pour faire une petite aparté, prenez les vêtements en conséquence et renseignez-vous sur le climat des endroits où vous allez aller parce que il fait pas 40 degrés partout et pas tout le temps. Donc par exemple, je vous avais dit dans une précédente vidéo qu'à Istanbul, en février, il risque de neiger. Donc faites attention à ça. Mais en fait, j'ai envie de parler d'un autre sujet parce que c'est une question très récurrente ces derniers temps qui m'est posée énormément et qui m'attriste un peu parce que du coup, elle représente clairement ce que les médias essayent de faire transparaître concernant la Turquie en dehors du pays, notamment en Europe. C'est la question vestimentaire. Est-ce que je peux mettre des shorts? Est-ce que je peux mettre des jupes? Est-ce que je peux mettre des débardeurs quand je suis en Turquie? Alors, ma réponse sera simple, oui. Bien évidemment que vous pouvez mettre des shorts, vous pouvez mettre des débardeurs, vous pouvez mettre les habits que vous voulez en Turquie. Et voire même, je dirais, les filles en Turquie, elles osent. Elles osent beaucoup plus, notamment à Istanbul, à Izmir ou à Ankara, dans les grandes villes. Même la dernière fois que j'étais allée à Eskişehir, j'avais vu des filles qui osaient pas mal. Je trouve qu'en Turquie, les filles osent énormément de choses, parfois des choses très excentriques que je n'ai jamais vues ailleurs. Et pour être honnête, moi, je me suis toujours sentie plus à l'aise dans mes tenues en Turquie, à Istanbul notamment, qu'à Paris. Et je suis parisienne. Donc n'hésitez pas à vous habiller comme vous le voulez, mais il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Après, bien évidemment, il y aura plus de regards sur vous si vous êtes dans un quartier comme Fatih, là où il y a les monuments historiques, etc., où la population du quartier est beaucoup plus conservatrice, ou si vous allez à Balat, quoique, je suis pas sûre là-dessus, hein, c'est assez branché maintenant, Balat. Ou si vous allez à Kadıköy, par exemple, personne ne va vous regarder. Par contre, juste à côté Üsküdar, c'est un peu plus conservateur. Donc effectivement, faut voir où est-ce que vous allez au niveau des quartiers. Et aussi dans les cueils. Il y a certains cueils où ils ne sont pas habitués à avoir des filles en short très courts. Donc il faut un peu s'adapter à votre environnement en fait. Et ça c'est valable partout dans le monde. Donc ne croyez pas que les villages turcs sont extrêmement fermés. Parfois il y a des jeunes filles qui s'habillent en mini-short et il n'y a pas de problème. Donc renseignez-vous sur les endroits où vous allez aller ou alors prenez la température quand vous arrivez. Voilà. Par exemple là j'ai un pantalon qui est très fluide et très voilà, c'est mieux qu'un short pour vous dire. Prenez un vêtement comme ça et puis testez-le le premier jour quand vous arrivez dans un lieu. Si vous voyez que les gens sont assez ouverts, bah, soyez tranquille. Ça c'est pour les villages. Pour les villes, comme je vous ai dit, vous vous habillez comme vous voulez. Il n'y a pas de règles. Soyez tranquille. Et enfin, pour en finir, on va parler du cinquième point qui est celui des tours organisés. Alors ce qu'il faut savoir en Turquie, c'est qu'il y a des tours organisés qui existent et qui sont à partir de grandes villes et que vous pouvez booker pour 1 jour, 2 jours, 3 jours selon les offres qui sont disponibles. Et c'est vraiment assez ouf parce que grâce à ces tours organisés, moi j'ai des tantes qui habitent en Turquie qui ont fait toute la Turquie de fond en comble, qui connaissent tous les petits villages, qui ont fait vraiment toutes les régions de la Turquie grâce à ces tours organisés. Donc c'est super pratique pour les femmes qui veulent voyager en groupe et qui savent pas trop comment s'y prendre ou qui... Voilà, surtout les femmes d'un certain âge. Et pour ce qui est de nous,
les voyageurs, ça peut être très intéressant si vous avez envie de découvrir un endroit, mais sans trop vous prendre la tête en fait. Vous pouvez aller sur les sites, d'ailleurs je vous en mettrai quelques-uns, notamment Joli Tour par exemple, pour ceux qui connaissent. Je vous en mettrai quelques-uns en barre d'informations. Et en fait, ces tours organisés vous proposent de vous emmener dans un lieu. Vous avez un programme, bien sûr, à la journée. Et vous avez certaines choses qui sont incluses et non incluses dans le tour organisé. Donc ça, il faut faire très attention à qu'est-ce qui est inclus et pas inclus. Et donc, ils vous emmènent, ils vous prennent en charge pendant quelques jours et vous n'avez rien à faire. Donc, c'est exactement ça, un tour organisé. Et donc, du coup, vous pouvez découvrir. Moi, j'ai découvert comme ça Gökçeada, un des derniers tours que j'avais fait. Ça remonte à pas mal de temps quand même. Mais j'ai des amis qui ont fait la région de Karadeniz, donc le nord-est de la Turquie, et qui était un tour super agréable. Et elles avaient beaucoup de temps libre pour pouvoir découvrir d'elles-mêmes ou pour pouvoir sortir le soir. En général, il y a beaucoup d'animations justement pour que les gens ne s'ennuient pas. Parfois, ça peut être un peu trop. Vous n'êtes pas obligé de participer à tout d'ailleurs. Mais en général, c'est une très très bonne ambiance. Le petit plus, c'est de parler en turc. Si vous savez parler en turc, c'est un petit peu plus avantageux parce que justement, vous pouvez créer des liens avec les gens avec lesquels vous partez en tour organisé. Notamment les tours organisés qui sont en bus. Et ben, vous allez passer beaucoup de temps dans le bus avec eux. Donc du coup, c'est agréable de parler la même langue pour avoir du partage. Et si vous ne parlez pas le turc, je suis sûre et certaine qu'il y aura des gens qui parleront anglais et qui voudront le pratiquer et donc qui viendront vers vous pour justement, si vous êtes assez ouvert bien évidemment, et je vous ai dit la meilleure manière d'être ouvert c'est de sourire, et qui viendront vous discuter avec vous, partager et notamment raconter leur voyage à l'étranger avec vous, etc. Donc n'hésitez pas à regarder ce qui est proposé. Si vous êtes à Istanbul et que vous voulez partir quelques jours par exemple pour voyager, c'est une très bonne occasion de rencontrer du monde et de rencontrer des régions que peut-être tout seul vous n'auriez jamais pu découvrir ou auxquelles vous n'auriez pas eu accès. Donc voilà, ça c'est mon petit conseil de la fin. Bon bah voilà, c'est terminé, ma vidéo est terminée, tous mes conseils pour voyager en Turquie vous ont été délivrés, j'espère que ça vous avait fait plaisir. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Puis plus vous commenterez et plus cette vidéo sera intéressante et recommandée à d'autres personnes. Donc n'hésitez pas, ou alors à mettre des petits pouces bleus ou vous manifester en quelque sorte. Comme ça, ça fera monter la vidéo dans le game de YouTube. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions, à suivre la chaîne parce qu'il y aura plein de vidéos comme ça. Et puis à proposer des sujets sur lesquels vous êtes intéressés. Par exemple, hier j'ai pensé que ce serait très intéressant de faire une vidéo sur les dervish tourneurs. Je ne sais pas si ça vous intéresserait. Dites-moi ça en commentaire, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Medyan kadar olamadı sosyal duraman yerinde olsa 27 yaşında milyon lira. Çok da bir şey değil tekim 100.000 euro. Sikiyim para pulu olamam kulüp.